Merci à toutes et tous d'être venus ce soir pour la présentation du livre Une vie de lutte plutôt qu'une minute de silence de Sébastien Bourdon. On va commencer par une brève présentation de l'offensive. Et ensuite, on va discuter autour du bouquin. Donc, ici, on est dans les locaux de l'offensive. C'est une organisation qui fait le constat de l'urgence écologique et sociale dans laquelle on se trouve. Les super profits records de l'année 2022 du géant pétrolier Total et le nouveau virage autoritaire du gouvernement auquel on est confronté dans les mobilisations écologiques et sociales nous démontre bien l'urgence de sortir du capitalisme et de reprendre le pouvoir à ceux qui s'enrichissent en détruisant la planète. C'est avec ce constat que les militants de l'offensive de divers horizons, des personnes organisées, des militants écologistes, syndicalistes et antifascistes et aussi les travailleurs des coopératives sont réunis pour proposer un nouveau projet de société et instaurer un vrai rapport de force avec l'État et les capitalistes. Ce projet il a pour base la démocratie directe, le féminisme, l'écologie sociale et la lutte contre toute forme d'oppression et de racisme. Il a inspiré de l'écologie sociale de Murray Bookchin, du confédéralisme démocratique mis en œuvre au Rojava au nord-est de la Syrie et d'autres expériences révolutionnaires telles que la Commune de Paris. L'offensive propose la stratégie du double pouvoir, à la fois local avec pour objectif de conquérir des territoires en y implantant des locaux, des ZAD, des entreprises coopératives, des maisons de quartier, des associations et des médias, et national à travers une confédération mondiale. Cette confédération et les structures qui la composent formeront un embryon de la société future jusqu'à supplanter les institutions actuelles. Il nous paraît primordial d'imposer notre agenda de lutte et de faire durer dans le temps les énergies du mouvement social. À Lille, depuis le début de la lutte contre la réforme des retraites, des centaines de personnes se réunissent régulièrement lors des assemblées populaires. Ces assemblées sont des réunions ouvertes à toutes et tous où on décide sur le principe de la démocratie directe. Une personne égale une voix. Elles ont pour objectif de décider collectivement et démocratiquement des suites à donner au mouvement, de servir d'espace de rencontre, de discussion et de débat, et de poser des bases de ce que pourrait être une société vraiment démocratique. Ça se déroule ce samedi 10 juin dans le local de l'offensive à 14 h et vous êtes toutes et tous les bienvenus. Ce soir, on est avec Sébastien Bourdon, qui est journaliste indépendant, qui a régulièrement contribué à des enquêtes sur l'extrême droite et plus précisément sur la présence de néo-nazis dans l'armée française. Sébastien, tu vas nous parler de ton premier livre, Une vie de lutte plutôt qu'une minute de silence, dans lequel tu as enquêté sur le mouvement antifasciste en France. Le titre de ce livre, il fait directement référence à Clément Méric, militant antifasciste et syndicaliste tué le 5 juin 2013 en plein Paris par les néo-nazis. Ce meurtre est symptomatique d'une montée de l'extrême droite en France et en Europe. On pense également à Federico Aramburu, le rugbyman qui a été tué par des militants d'extrême droite, et à l'attaque du centre culturel kurde qui a fait 3 morts et 4 blessés récemment au mois de décembre. Les crimes et agressions racistes, islamophobes, xénophobes, et antisémites et homophobes n'ont cessé de croître ces 10 dernières années. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise politique, économique et sociale dangereuse où l'extrême droite est au port du pouvoir. 10 ans plus tard, les combats de Clément Méric sont plus que jamais d'actualité. Pourtant, la lutte antifasciste fait toujours l'objet de caricatures politiques et médiatiques. L'antifa est synonyme de casseurs, tueurs de flics. Cette caricature permanente des militants antifascistes et du monde qu'ils et elles défendent est symptomatique d'une extrême droitisation ambiante des discours médiatiques et politiques. Sébastien, ton ouvrage consiste à déconstruire cette image et à retracer l'histoire et les différentes énergies du mouvement antifasciste en France. Peux-tu te présenter et nous dire quelles ont été les motivations de ton livre? Ouais. Alors déjà bonsoir à toutes et tous, merci à l'offensive pour l'invitation et merci à vous toutes et tous d'être venus là ce soir. Alors pour la présentation, tu l'as faite en bonne partie, mais donc je m'appelle Sébastien Bourdon, je suis journaliste indépendant et je travaille essentiellement pour Mediapart, pour le service enquête de Mediapart depuis un peu plus de 3 ans maintenant, c'est à peu près le seul média pour lequel je travaille. J'ai travaillé avant tout sur l'extrême droite militante en France, et donc notamment sur une série d'enquêtes sur la présence de néo-nazis dans l'armée française, mais j'ai depuis aussi travaillé sur d'autres thématiques assez variées. Je fais pas mal de choses sur les différentes affaires de violence policière et sur d'autres thématiques, enquête politique, enquête financière ou autres. Et en l'occurrence, ta question, c'était sur la motivation pour ce livre. C'est ça. Et ben la réponse à cette question, c'est que, en effet, comme tu l'as dit, les antifas, ou cette figure de l'antifa, et les militants et militantes antifascistes, sont évidemment très 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 largement à la fois méconnus et caricaturés, les deux vont de pair, dans le discours public et notamment dans le discours médiatique, politique et policier, depuis maintenant un certain nombre d'années. Et tous ces discours qu'on entend très régulièrement, et notamment, moi, le moment où j'ai commencé à travailler sur ce livre et à faire une partie des entretiens,
C'était l'année dernière en 2022, dans le contexte de la campagne présidentielle. Il suffisait à cette époque-là, comme régulièrement dans les médias, d'allumer BFM ou n'importe quelle chaîne pour entendre à peu près en boucle le terme Antifa pour désigner à peu près tout le monde et n'importe qui. De façon extrêmement caricaturale. Et donc moi l'idée c'était d'essayer tout simplement un peu de démystifier cette fameuse figure et démystifier les militants et militantes antifascistes que pour diverses raisons au cours de mon travail et aussi avant, j'avais eu l'occasion de à minima croiser, parfois rencontrer et avec lesquels j'ai toujours régulièrement l'occasion d'interagir, notamment dans le cadre de mon travail, puisque par définition, en travaillant sur l'extrême droite militante, régulièrement je rencontre, j'échange, je parle à des militants et militantes antifascistes de différents groupes, de différentes tendances, on va en parler. Mais donc l'idée, c'était tout simplement de leur parler et surtout leur donner la parole, parce que, je pense qu'on va en parler aussi, mais traditionnellement, les groupes militants et les militants et militantes antifascistes sont assez réfractaires au fait de parler aux journalistes pour tout un tas de raisons, et notamment justement pour ces fameuses caricatures souvent déblatérées à longueur d'émissions. Et donc pour le coup là c'était l'idée de leur donner la parole, de les interroger pour pouvoir leur permettre d'exprimer le sens de leur combat, de leur conviction et démystifier, enfin et raconter aussi être au plus près de la vérité de ce que ça veut dire concrètement être militant ou militante antifasciste au quotidien, par quelle pratique ça passe, etc., etc. Dans ton enquête, tu as interrogé des militants et militantes antifascistes qui se basent essentiellement sur la génération la plus récente, qui sont issus des AFA, des actions antifascistes, partout en France d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous faire un retour historique sur les premières organisations antifascistes et mobilisations en France, qui étaient majoritairement portées par des partis politiques? Et ensuite, tu parles d'un antifascisme contemporain qui se veut en rupture justement avec cet antifascisme plus institutionnel, dans lesquels les actions antifascistes héritent aujourd'hui. Est-ce que tu peux retracer un peu historiquement? Alors, je vais pas faire en long, large, en travers 100 ans d'antifascisme, mais en gros, la notion et le terme d'antifascisme apparaît dans les années 20, enfin 22, en opposition au fascisme italien. C'est en Italie, mais très rapidement en France. Également, c'est une notion et une thématique de mobilisation qui très vite, dans le sens très vite, s'élargit à pas simplement à l'opposition au fascisme italien, mais à une opposition au fascisme au pluriel, aux droites réactionnaires, etc. etc. Et dans ces premières années, notamment dans les années 20 et 30, avec une connotation communiste et anticapitaliste très forte, et un lien très fort entre la lutte antifasciste à l'époque et les différents partis, partis communistes, socialistes et autres. Dans les années 30, on a aussi très vite l'émergence de quelque chose qu'on retrouve encore à l'heure actuelle, qui est l'idée d'une organisation pour se confronter physiquement à l'extrême droite et tenir la rue face à l'extrême droite. Notamment dans les années 30, on a l'organisation de tout un tas de groupes d'autodéfense socialistes, communistes, je parle en France, mais ailleurs également, face aux ligues de droite et d'extrême droite, notamment en réaction aux émeutes du 6 février 1934. Évidemment, par la suite, on a la Seconde Guerre mondiale, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et la chute des régimes du fascisme historique, la chute du régime fasciste italien et la chute du régime nazi, évidemment l'antifascisme perdure, mais avec toujours cette acceptation beaucoup plus large que simplement ce contexte historique précis, et donc toujours une opposition au fascisme au pluriel, aux formes de droite réactionnaire, avec également cette teinte anticapitaliste. Si on avance un peu dans le temps, à mon sens, au-delà de mon sens, mais historiquement, l'antifascisme, disons, contemporain, naît dans les années 80, avec notamment en 1984 l'apparition des scalps, d'un premier scalp à Toulouse. Donc scalp, c'est l'acronyme de section carrément anti-Le Pen. Le nom dit une bonne partie du programme. Et pour resituer un peu le contexte, en 84, ça fait un petit moment déjà que le Front National existe, mais on est à l'époque des premiers succès électoraux du FN à un certain nombre d'élections locales. Et on est aussi au moment où, dans la période où Jean-Marie Le Pen commence à devenir une figure médiatique assez importante et invité dans beaucoup de médias, dans beaucoup de plateaux. Il y a notamment son fameux passage dans l'émission L'heure de vérité sur Antenne 2, qui à l'époque fait grand bruit. Et en 84, Jean-Marie Le Pen doit tenir un meeting à Toulouse. Il y a une mobilisation assez large face à ce meeting. Il y a notamment donc ce groupe qui apparaît, les scalps, et la salle dans laquelle Jean-Marie Le Pen doit organiser son meeting est dynamitée avant le meeting.
et donc le meeting n'a pas lieu en l'occurrence, de mémoire, ou je sais plus s'il a lieu ailleurs, mais en tout cas la salle est dynamitée. Très rapidement, ces scalps, cette étiquette des scalps va essaimer un peu partout en France, donc il va y avoir des scalps dans d'autres villes, dans d'autres régions. Il y a d'autres groupes qui vont prendre d'autres étiquettes, mais ça va former une même mouvance, qui est la mouvance dite de l'antifascisme radical, qui se caractérise un peu par deux aspects. Le premier, c'est son lien très fort avec tout un tas de contre-cultures, enfin les scènes contre-culturelles, notamment la scène contre-culturelle musicale. Et d'un point de vue plus politique, ou en tout cas plus idéologique, le terme, là en l'occurrence d'antifascisme radical, soulignant le fait que ces militants et militantes antifascistes, à l'époque, commence à articuler la question antifasciste avec une critique, disons, de la gauche et de l'extrême gauche institutionnelle, et en gros à considérer que la lutte à être critique de la position officiellement antiraciste de la gauche, et notamment à l'époque, on est dans l'époque les premières années de SOS Racisme, on n'est pas très loin, pas très longtemps après la marche pour l'égalité. Et ces militants antifascistes, militants et militantes, sont assez critiques de la gauche au pouvoir et de la gauche institutionnelle, et en gros commencent à dire que derrière ces positions antiracistes, cette gauche-là, en fait, cette gauche au pouvoir contribue elle-même à reproduire ou alimente tout un tas de dynamiques racistes et inégalitaires plus largement au sein de la société. Ces différents scalps vont se constituer à partir de 92, ils vont créer un réseau qui s'appelle le réseau No Pasaran. Évidemment, l'enjeu antifasciste reste dans le nom, avec cette référence au slogan espagnol. Mais pour autant, en termes de champ d'action et d'orientation politique, ils vont élargir leur champ d'action, et en gros, ça va devenir une sorte de fédération, de groupe libertaire, donc qui milite à la fois sur la question de l'antifascisme, mais à la fois sur d'autres thématiques. Pour le volet un peu plus institutionnel, en 90, on a la création d'une organisation qui s'appelle Ralfront. Enfin pareil, ça va très vite prendre la forme d'un réseau, notamment articulé autour d'un journal éponyme. Pour le coup, c'est une organisation qui est plus proche de la gauche et de l'extrême gauche institutionnelle, notamment de la Ligue communiste révolutionnaire à l'époque. J'avance un peu rapidement, et dans les années 2000, tout au long des années 80, 90 et 2000, on a un effritement quand même de la mouvance antifasciste, et notamment un déclin des scènes contre-culturelles. Il y a un peu une dernière vague qui apparaît au cours des années 2000 avec l'étiquette du RASH, des RASH c'est Red Anarchist Skinheads, qui se crée notamment à Paris mais ailleurs. Et vers la fin des années 2000, aux alentours entre 2007 et 2009, selon un peu les souvenirs et les souvenirs des militants et militantes que j'ai pu interroger, arrive donc cette fameuse étiquette en France, en tout cas à Paris, la fameuse étiquette de l'action antifasciste, ou AFA, qui est une étiquette qui est assez intéressante parce que elle est importée d'Allemagne. Elle a, dans un premier temps, été utilisée dans les années 30 par le parti communiste allemand pour faire face à la montée du nazisme. Elle avait été réactualisée dans les années 70 et 80 en Allemagne, au sein du courant autonome, et donc elle arrive en France à peu près à cette période-là. Et au-delà de l'étiquette pure, ce qu'elle apporte de nouveau au mouvement antifasciste, c'est que elle a tendance à regrouper, là où le mouvement antifasciste était assez divisé, avec différentes chapelles en lien avec les différentes contre-culturelles et les différentes scènes contre-culturelles qui existaient, cette étiquette, elle va un peu permettre de transcender les tendances, elle va regrouper derrière elle tout un tas de militants et militantes avec des profils assez variés, certains et certaines qui viennent encore des scènes contre-culturelles, pour les plus jeunes, de ces scènes-là, mais également des militants, disons, de la gauche et de l'extrême gauche politique, syndicale, etc. À l'époque notamment du NPA, du syndicat solidaire, c'est Sud à l'époque, qui se regroupent derrière cette étiquette dans un groupe notamment à Paris qui s'appelle l'Action antifasciste Paris banlieue, et qui dans ses premières années d'existence va vraiment centrer son action autour va se considérer comme un groupe d'action, et va centrer son action autour d'une pratique militante centrée autour de la confrontation physique face à l'extrême droite, et donc autour de cette idée de tenir la rue. Donc ici, là, on arrive aux approches des années 2010. Les AFA, elles sont encore très peu connues et assez peu développées, sinon dans quelques villes en France. Et vient le meurtre de Clément Méric, là où les actions antifascistes elles sont mises sur le devant de la scène. Dans ton livre, tu parles d'un moment fondateur pour les AFA et d'une génération Clément Méric. Est-ce que tu peux en dire plus Ouais. avec ce tournant justement suite au meurtre de Clément? Alors juste avant peut-être pour le déroulé historique, et parce que je pense qu'on va revenir après plus sur l'enjeu politique, ce qu'il faut avant le meurtre de Clément Méric qui a lieu donc en 2013, ce qui est assez intéressant, ce qui se passe notamment au sein de l'action antifasciste Paris banlieue, mais pas uniquement,
et qui va être très important pour la constitution, au-delà de ces groupes précis, mais du courant antifasciste autonome, donc qui est un peu le courant principal de l'antifascisme de ces 10-15 dernières années, c'est que aux alentours de l'année 2010, à Paris, on a une période d'affrontement assez importante entre supporters, entre ultras et en partie hooligans, autour du Parc des Princes, donc c'est des supporters du PSG, et on a des affrontements assez fréquents et parfois très violents entre ce qui s'appelle à l'époque la tribune Auteuil et la tribune Boulogne. Je pense que ça parle à un certain nombre de personnes ici, mais pour le dire vite, en gros la tribune Boulogne c'est plutôt des blancs bourgeois, et pour un certain nombre d'entre eux, enfin au sein de la tribune Boulogne, il y a des groupes d'extrême droite, si ce n'est des groupes néo-nazis, qui sont tolérés en gros dans cet espace-là, et en parallèle de ça, la tribune Auteuil, pour reprendre leurs termes, se définit comme populaire et cosmopolite, et donc en gros, pareil, si on synthétise, c'est plutôt des profils issus des quartiers populaires parisiens, et donc un certain nombre de personnes racisées. Il y a des affrontements réguliers entre ces différents groupes de supporters, ce qui en 2010 finit par donner lieu à une vague de répression assez importante des pouvoirs publics, la dissolution de tout un tas de groupes, et donc un certain nombre de ces militants des deux tribunes vont s'orienter vers un combat, vers des groupes, disons, plus ouvertement politiques, et donc un certain nombre de personnes, de jeunes notamment, qui fréquentaient la tribune Auteuil, vont vouloir continuer le combat antifasciste en se rapprochant et en finissant par intégrer l'action antifasciste Paris-Banlieue. Et de la même façon, à l'extrême droite, on a des personnes de la tribune Boulogne qui finissent par rejoindre des différents groupes d'extrême droite, notamment Génération Identitaire, entre autres. Et là où c'est important, c'est que cet apport de militants avec des profils relativement nouveaux pour la FA, je l'ai dit avant, c'était plutôt des profils soit liés aux scènes contre-culturelles, soit de militants de la gauche plutôt traditionnelle, syndicale, parti politique. Là, on a des militants au profil relativement nouveau, qui sont très jeunes, issus de quartiers populaires, pour un certain nombre d'entre eux racisés, soit musulmans ou issus de familles musulmanes, et qui donc, en intégrant l'action antifasciste Paris banlieue, mais ça se passe aussi ailleurs, vont apporter au sein des milieux politiques antifascistes, ou en tout cas de ces groupes-là, des questions relativement nouvelles, ou en tout cas vont permettre d'accorder plus de place à un certain nombre de questions, et notamment aux questions des violences policières, aux questions de l'islamophobie, entre autres, et vont faire en sorte que l'antifascisme l'antifascisme en tout cas autonome, ce courant-là, va élargir son spectre et va considérer quelque chose qui est toujours central à l'heure actuelle pour ce courant-là, que la lutte contre l'extrême droite et que la lutte antifasciste, en tout cas telle que eux la conçoivent, ne se limite absolument pas à la lutte contre l'extrême droite stricto sensu, que ce soit les partis politiques, le FN, le RN depuis Reconquête, ou les groupuscules militants, le GUD, Génération Identitaire, ou autre, ou la Citadelle ici, mais que ça prend aussi que l'antifascisme doit prendre en compte tout un tas d'autres questions. J'en arrive à ta question. En juin 2013, le 5 juin 2013, à Paris, pas très loin de la gare Saint-Lazare, il y a un groupe de militants antifascistes qui par hasard croise un groupe de skinheads néo-nazis, et il y a un jeune militant syndicaliste et membre de l'action antifasciste Paris-Banlieue qui s'appelle Clément Méric, qui a 18 ans à l'époque, qui finit par rejoindre son groupe d'amis de militants antifascistes. Et les skinheads néo-nazis, quand ils sortent du bâtiment où ils se sont croisés, décident délibérément d'aller en direction du groupe d'antifascistes pour les agresser. Il y a un très bref affrontement, et au cours duquel Clément Méric est tué. Et cet événement-là, il est extrêmement important pour comprendre l'histoire du mouvement antifasciste et cette fameuse génération militante qui a émergé depuis. Premièrement, la première façon dont il est important, c'est sur l'émergence de la figure de l'Antifa. Là où, tu l'as dit, ces groupes-là, les AFA à l'époque, au-delà de l'action antifasciste Paris-Banlieue, parce qu'il y a d'autres AFA qui existent dans d'autres villes, l'AFA Nord-Pas-de-Calais ici, dans d'autres villes également, il y a d'autres groupes, pas forcément avec cette même étiquette AFA, mais en tout cas de la même mouvance. C'est des groupes qui sont à l'époque complètement inconnus au bataillon et dont à peu près personne, en tout cas dans le grand public et notamment dans le monde médiatique, n'a idée de l'existence. Tout de suite... on a un emballement médiatique autour de la mort de Clément Méric, médiatique et politique, et on commence à parler en long, en large, en travers des Antifa, et on a l'apparition de cette figure publique d'Antifa. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette figure-là, telle qu'elle est décrite à l'époque, elle est extrêmement différente de ce qu'on entend à l'heure actuelle par Antifa. Tu l'as dit, l'étiquette Antifa à l'heure actuelle, elle est utilisée comme étant en gros synonyme de casseur ou black bloc. À l'époque, si on réécoute les discours politiques, si on relit les portraits qui ont été consacrés à Clément Méric et donc à cette figure de l'Antifa. L'Antifa est caricaturé comme étant une version caricaturale de Clément Méric, en gros un gamin de 18 ans avec des belles idées mais un peu fleur bleue et un peu débile et qui a été dépassé par son engagement parce qu'il est tombé face à des gros bras et en gros il n'avait pas le physique pour assumer ses idées, quoi. Ça c'est sur l'apparition de la figure de l'Antifa.
dans le discours public. Et sur cette question de la génération militante, moi, ce que j'ai constaté au cours de tous les entretiens que j'ai pu faire un peu partout en France avec pas mal de monde dans différents groupes, de différentes tendances, etc., c'est que, évidemment, cet événement, il est marquant et qu'en fait, absolument tout le monde en a parlé, et notamment beaucoup de militants et militantes m'en ont parlé pour me dire, en gros, je me rappelle, à l'époque, j'avais à peu près le même âge que Clément Méric, j'étais peut-être un peu plus jeune, mais en gros, j'avais entre 15 et 20 ans, et je me rappelle de ce moment-là, je me rappelle d'avoir appris la mort de Clément Méric. Souvent, je me rappelle que c'est plutôt à travers cet événement-là que je découvre un peu justement ce que ça veut dire être antifasciste, ce que sont l'existence même de militants et militantes antifascistes, de groupes antifascistes. Je prends c'est ce qu'ils me racontent, qu'ils et elles prennent en parallèle également un peu conscience de la réalité de ce qu'est encore le fascisme et l'extrême droite en France, et le fait que l'extrême droite peut tuer. Et donc, beaucoup de militants et militantes situer un peu là le point de départ, sans forcément parler d'une causalité directe entre cet événement-là et leur engagement ultérieur, mais en tout cas situer un peu là leur point de départ de leur éveil, entre guillemets, politique aux questions antifascistes. De là, du coup, les AFA, beaucoup plus de monde s'intéresse et a envie d'organiser une riposte face aux violences de l'extrême droite. C'est des groupes qui se contentent pas que de ça et qui, du coup, dépassent aussi le cadre de la violence de l'extrême droite en allant dans les mouvements sociaux, en luttant contre toutes les formes d'oppression et les violences policières. S'ensuit le mouvement de la loi au travail, qui a été un mouvement dont les actions antifascistes ont pas mal structuré par l'organisation de cortèges de tête, par l'appel à aller dans les manifestations. Et s'ensuit une deuxième lecture politique et médiatique, où là, clairement, l'image où les antifas ont été ciblés vraiment par leurs ennemis politiques. Et donc là, tu nous expliques que suite à Clément Méric, une nouvelle image a été forgée, oui, pardon, par les politiques et les médias. Ouais, alors donc, Clément Méric est tué en 2013, on a cette première version de l'image politico-médiatique des Antifa, et très rapidement elle va évoluer, et le point d'orgue de cette évolution, c'est en effet le mouvement contre la loi travail en 2016, au cours duquel, je pense que tout le monde ici le sait, mais se développe notamment le phénomène de cortège de tête, au sein duquel est utilisée notamment la stratégie du Black Bloc. Et donc il y a encore une fois tout un emballement politico-médiatique sur qui sont ces gens, qui sont ces casseurs, qui sont ces black blocs, qui sont ces gens qui vont dans le cortège de tête et qui notamment affrontent la police, notamment cassent des vitrines de banque. Et au cours de ce mouvement contre la loi travail, à Paris, il y a l'affaire dite du quai de Valmy, qui je pense aussi parle à pas mal de monde ici, mais en gros, pour resituer, on est donc pendant le mouvement contre la loi travail, il y a encore à Paris le mouvement Nuit debout, notamment autour de la place de la République, et ce jour-là, c'est en mai 2016, il y a un rassemblement qui est organisé place de la République, enfin Nuit debout est évacué pendant la nuit, il y a un rassemblement place de la République qui est organisé par le syndicat de police Alliance, qui n'est pas n'importe quel syndicat de police, et qui est un rassemblement contre la haine anti-flic, où vont notamment se prendre en photo à l'époque Gilbert Collard, Marion Maréchal, Éric Ciotti et tout le gratin de la droite et de l'extrême droite française. Et donc en réponse à ça, il y a évidemment des appels à différentes contre-manifestations qui sont organisées, notamment à l'initiative d'un collectif qui s'appelle l'Urgence Notre Police Assassine. Et au cours d'une de ces contre-manifestations dans le quartier, quai de Valmy, donc, pas loin du canal Saint-Martin à Paris, il y a une voiture de police qui est bloquée dans la circulation, qui est prise à partie par des manifestants. Les policiers, les vitres sont cassées, il y a quelques coups qui sont donnés aux policiers, et il y a un manifestant qui finit par jeter un fumigène à l'arrière de cette voiture de police qui finit par prendre feu. Tout le monde à l'époque, je pense, a dû voir passer les images, ça tourne en boucle sur tous les plateaux. Et il y a des déclarations politiques très, très fortes et martiales, notamment à l'époque, c'est Manuel Valls encore, je crois, de mémoire, qui est ministre de l'Intérieur, qui appelle à des sanctions très lourdes contre, je sais plus sa formule exacte, mais en gros ceux qui veulent se payer des flics, donc qui sous-entend une intention de tuer, et qui a dans un premier temps été retenu à l'encontre des personnes qui ont été arrêtées, même si la charge a finalement été abandonnée. Et il y a très vite beaucoup d'interpellations, et notamment dans les premières 24 heures après cette affaire, enfin cet événement, il y a un certain nombre de personnes qui sont arrêtées, parmi lesquelles des militants, en l'occurrence, enfin militants et militantes, mais là militants antifascistes, dont certains sont des membres de l'action antifasciste Paris-Banlieue, dont les noms vont très vite être à peu près partout sur les plateaux. Ce que vous avez très probablement déjà entendu, c'est en l'occurrence Angèle et Antonin Bernanos, qui sont deux frères, qui sont très vite arrêtés et accusés d'avoir participé à l'attaque de cette voiture de police et à son incendie.
Cette affaire judiciaire, elle va durer de mémoire 2 ans, et au cours du procès, un certain nombre de personnes sont condamnées. Alors Angèle Bernanos est relaxée, mais Antonin Bernanos et d'autres militants et militantes antifascistes sont condamnés à des peines relativement lourdes pour certains et certaines d'entre eux et elles. Et c'est vraiment ça que ce mouvement, enfin le point d'orgue de cette évolution de la figure d'Antifa, où là où l'Antifa en 2013 c'est caricaturé comme étant un gamin de 18 ans fleur bleue mais un peu débile, en 2016 c'est un gros bras, c'est forcément un homme déjà, violent si ce n'est extrêmement violent puisque potentiellement il est prêt à tuer des policiers, et c'est un casseur black bloc, et ça devient synonyme de tout ça dans les médias et dans le discours politique. Et pour autant, malgré ça, les actions antifascistes, elles n'ont cessé de croître et de se développer partout en France, notamment on l'a vu pendant les Gilets jaunes, pendant le confinement sur les brigades de solidarité populaire. Toi, tu as voulu t'attacher justement à tous les militants et militantes de France, tu as été les interroger pour déconstruire justement cette image médiatique et mettre en avant un peu les trajectoires individuelles. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de quelle ville tu es allé voir et ce que tu as constaté Ouais. Alors j'ai essayé en effet d'avoir un panorama le plus large et représentatif possible du mouvement, pour pas juste parler des Parisiens ou juste parler des Lyonnais ou des Lillois ou autres, parce qu'évidemment il y a des spécificités locales, il y a différentes tendances, je pense y revenir un peu aussi. Mais sur la tournée des villes, donc de mémoire, j'ai fait 70 entretiens individuels et une dizaine d'entretiens collectifs. Donc au total, j'ai vu à peu près, je pense que j'ai rencontré 80 ou 90 militants, militantes. Et en termes de villes, j'ai vu des gens de différents groupes alors Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Angers, Nantes, Bordeaux, Toulouse. Ça, je crois, c'est les villes que j'ai fait, donc quasiment 10 villes en déplacement physique, et j'ai parlé à des militants et militantes d'autres villes, et notamment de plus petites villes, par téléphone, Orléans, Tours, je sais plus où, mais en gros au total j'ai parlé à des personnes, des militants et militantes implantés dans une quinzaine de villes, et quand dans certaines villes il y avait plusieurs groupes antifascistes et parfois de tendances différentes, j'essayais systématiquement de rencontrer les personnes des différents groupes. Donc ça c'est pour le nombre de groupes et de villes. Et pour ce qui est des profils, alors je ne suis pas sociologue, j'ai pas du tout la prétention d'avoir fait un travail sociologique exhaustif sur la question. Pour autant, j'ai essayé de demander systématiquement aux personnes que je rencontrais quelques questions basiques sur leur âge, parcours scolaire, études, emploi et profession des parents, pour essayer d'avoir à peu près un aperçu, sans vocation, enfin sans prétention universitaire, mais un aperçu quand même un peu du type de profil qu'on trouvait chez ces militants et militantes. Encore une fois, justement, pour aussi, dans cette idée de peut-être un peu aller à l'encontre des idées reçues, une partie de la caricature aussi qui a beaucoup été faite de la figure de l'Antifa, et notamment à travers la figure de Antonin Bernanos avec cette affaire du Quai de Valmy, c'est en gros dire les Antifas, c'est d'ailleurs c'est la formule de Darmanin il n'y a pas si longtemps sur les Black Bourges, c'est des fils, en général, encore une fois avec cette idée que les Antifas seraient que des mecs, mais des fils de Bourges qui en gros vont s'encanailler en manif et vont casser des vitrines, mais qui habitent chez papa-maman et qui ont la belle vie et qui n'ont pas trop de conséquences, il n'y a pas trop de conséquences à ce qu'ils font, parce que s'ils ont des problèmes et des ennuis judiciaires ou autres, papa et maman vont payer. En l'occurrence, c'est pas ce que j'ai constaté. Alors évidemment, il y a des profils très variés. Il y a des personnes qui viennent, parmi les personnes que j'ai rencontrées, il y en a quelques-uns et quelques-unes qui viennent de milieux relativement favorisés. Pour autant, il y en a aussi pas mal qui viennent de milieux assez défavorisés, et beaucoup qui viennent de classes, disons, moyennes. Et pour ce qui est un peu des traits caractéristiques qui sont ressortis et qui, pour le coup, se recoupaient pas mal avec un travail très intéressant que je vous recommande d'un sociologue, ça s'appelle Devenir révolutionnaire de Colin Robineau. Parmi les traits que moi j'ai pu constater, c'est une prépondérance à la fois chez les militants et militantes et à la fois dans les professions des parents, de personnes qui travaillent soit dans le milieu de la santé, soit dans le milieu social, soit dans l'éducation. En gros, voilà parmi les traits qui sont un peu les traits sociologiques qui sont un peu ressortis. Et justement, c'est plusieurs fois que tu cites un peu ce mythe autour du fait que ce soit majoritairement un milieu mascu, enfin d'hommes. C'est quoi la place pour les femmes aujourd'hui dans le mouvement antifasciste, de ce que tu as pu constater en France ? Alors, le milieu antifasciste, clairement, reste encore majoritairement masculin. Pour autant, alors déjà, d'un point de vue numérique,
le nombre de femmes est pas si réduit que ça. Moi, par rapport au nombre de personnes que j'ai pu rencontrer, ça représente 25% des militants et militantes en l'occurrence que j'ai rencontrés. J'ai rencontré aussi 2 personnes qui se définissaient comme non-binaires. Donc d'un point de vue numérique, ça reste, c'est pas majoritaire, mais une personne sur 4, c'est pas non plus dérisoire. Et d'un point de vue, disons, de place occupée, au-delà simplement d'une question de nombre, la part, le rôle occupé par les femmes au sein du mouvement antifasciste est clairement de plus en plus important. Et notamment parce que les militantes antifascistes s'organisent et se structurent au sein du mouvement pour essayer d'obtenir plus de place et d'obtenir la place qui leur est due. Et on peut notamment mentionner l'existence d'une coordination féministe antifasciste qui a été créée en 2020, si mes souvenirs sont bons, et qui regroupe la quasi-totalité des militantes antifascistes que j'ai pu rencontrer. Et donc en fait, c'est des militantes qui militent à Paris, à Lyon ou ailleurs dans différents collectifs, qui se structurent à échelle nationale, se coordonnent à échelle nationale, avec un objectif qui est double, qui est avant tout, en tout cas à l'origine, porté en direction du milieu antifasciste. Donc l'idée c'est d'avoir une forme, un espace d'auto-organisation entre militantes pour pouvoir porter leur agenda antifasciste et lutter contre les enjeux, contre la reproduction de dynamiques sexistes au sein du milieu antifasciste. Mais également, par la suite, elles ont un peu élargi leurs objectifs avec un second aspect qui est de porter une ligne féministe antifasciste au sein du mouvement féministe de façon plus générale, et donc notamment de lutter au sein de ce mouvement-là et de ces milieux-là, contre également l'émergence d'un certain nombre de courants, pour le dire vite, féministes d'extrême droite, ou en tout cas qui se revendiquent du féminisme identitaire. Aujourd'hui, le gouvernement il travaille main dans la main avec l'extrême droite. En utilisant sa rhétorique, on pense au terme de décivilisation qui a été employé par Macron, qui est le livre du théoricien d'extrême droite Renaud Camus, mais aussi en continuant de criminaliser le mouvement antifasciste, faisant la cible d'une criminalisation médiatique, politique et judiciaire. Par ailleurs, là, en ce moment même, il y a des militants et militantes qui sont venus d'Italie pour la manifestation ce dimanche en hommage à Clément Méric, qui ont été interpellés et qui ont été placés en centre de rétention administratif alors qu'ils allaient juste rentrer chez eux. On est dans une pleine urgence dans laquelle il faut s'organiser sur tous les pans de la société. Quelle conclusion tu tires de ce constat-là, et qu'est-ce que les militants t'ont raconté justement sur le renouveau un peu de l'antifascisme et sur quel mode d'action ils souhaitent le faire? Ce constat que là tu viens de dresser, clairement la quasi-totalité des militants et militantes que j'ai rencontrés le dressaient également, et d'ailleurs c'est un constat qui est partagé par beaucoup de monde au-delà du simple milieu militant antifasciste. C'est un constat assez implacable qui est la montée en puissance de l'extrême droite en France, mais pas uniquement évidemment, et une montée en puissance qui s'incarne qui prend différentes formes. On connaît évidemment les résultats électoraux de l'extrême droite institutionnelle, notamment en 2022, mais pas uniquement. On a en parallèle de ça une montée en puissance et une recomposition de l'extrême droite militante de différents groupuscules qui ont été dissous, mais avec des effets très très limités, si ce n'est presque contre-productifs. Et une multiplication du coup des actions violentes et de la présence d'un certain nombre de groupes d'extrême droite dans les rues. Et en parallèle de tout ça, en effet, le fait que de larges pans du champ politique s'approprient tout un tas de thématiques et notamment de mots, mais pas uniquement de mots, de l'extrême droite. Tout le monde le sait ici, mais en effet, le terme de civilisation utilisé par Emmanuel Macron il y a une semaine à peine, le terme d'ensauvagement utilisé par Gérald Darmanin, le terme de grand remplacement utilisé par Valérie Pécresse pendant la campagne 2022. Bref, tout le monde, je pense, le sait et connaît ces exemples. Et en fait, les militants et militantes antifascistes, du coup, clairement, tout le monde tire ce constat-là. Et du coup, évidemment, s'interroge sur le sens de leur engagement et surtout l'efficacité de leur engagement, parce que beaucoup des militants et militantes que j'ai rencontrés militent depuis quand même, pour un certain nombre d'entre eux et elles, depuis un certain nombre d'années. Une grosse partie de la génération militante antifasciste actuelle, oui, j'ai oublié de l'évoquer sur le profil sociologique, mais la moyenne d'âge des personnes que j'ai rencontrées, c'est 29 ans, avec une échelle qui allait de 19 à 65 ans. Mais la moyenne d'âge était 29. Et c'est en fait assez représentatif du fait que beaucoup des militants et militantes que j'ai rencontrés sont en gros cette génération de loi travail, donc c'est des personnes qui ont commencé à militer en 2016 autour de la loi travail et qui par la suite ont investi des différents groupes antifascistes. Et donc ces personnes-là qui militent depuis un certain nombre d'années, évidemment font ce constat et s'interrogent sur comment renouveler l'antifascisme.
ça passe par plusieurs aspects. Je peux peut-être toucher quelques mots sur la Jeune Garde. Je sais pas, enfin, je pense que ça parle aussi à un certain nombre d'entre vous. La Jeune Garde, rapidement, c'est un groupe qui a été créé en 2018 à Lyon et qui incarne à l'heure actuelle un peu un second courant antifasciste en France. J'ai fait l'historique rapide, mais du courant antifasciste autonome, qui est le courant principal de ces 10-15 dernières années, qui s'est structuré autour de CESAFA en France. La Jeune Garde se crée en 2018 à Lyon. Lyon, c'est pas choisi au hasard, c'est parce que c'est la ville en France, à l'époque et encore à l'heure actuelle, où l'extrême droite militante est la plus implantée et dispose notamment de locaux. La Jeune Garde se crée à Lyon, essaye d'obtenir la fermeture de ces locaux d'extrême droite et développe pour le coup une stratégie qui est assez différente de la stratégie historique de l'antifascisme autonome, différente par plusieurs aspects, mais si on devait en retenir deux choses qu'ils mettent beaucoup en avant. La première, c'est qu'ils mettent beaucoup en avant ce qu'ils appellent leur démarche unitaire. C'est un terme qui revient beaucoup. Ils parlent de défense de classe, défendre son camp social, etc. Et donc, eux, ils considèrent que la stratégie antifasciste, ça doit être d'avoir une démarche unitaire avec le plus d'organisations possible. Et donc, en gros, avec un panel très très large des organisations de la gauche et de l'extrême gauche, politique, syndicale, associative, etc. etc. Ça, c'est la première spécificité, là où le courant antifasciste autonome s'était largement émancipé et si ce n'est était assez critique de toutes ces organisations-là. Et le second aspect par lequel la Jeune Garde tente une forme de renouvellement, c'est en termes de communication. Là où le courant antifasciste autonome, historiquement, est assez méfiant envers les journalistes, s'exprime peu, ou en tout cas, il y a très très peu de personnes, de militants et militantes antifascistes de ce courant-là, qui s'expriment à visage découvert, qui répondent aux médias. La Jeune Garde prend le parti d'avoir notamment des cadres et notamment des porte-paroles qui répondent aux journalistes, vont sur les plateaux télé, y compris les plateaux de BFM, y compris en l'occurrence une fois chez Cyril Hanouna, en disant il faut qu'on investisse cet espace médiatique, il faut qu'on parle, il faut qu'on monte nos visages pour aussi, pour parler au plus grand nombre, c'est le terme qu'ils utilisent beaucoup, populariser l'antifascisme, et montrer, c'est aussi un peu leur terme, qu'on est des gens normaux et que donc en gros n'importe qui peut être militant et militante antifasciste, et pour essayer de faire en sorte que le plus de personnes possible les rejoignent et contribuent à cette lutte. Bon, c'est clairement le bilan de la Jeune Garde est assez mitigé par plein d'aspects. Ils sont aussi très critiqués par le courant antifasciste autonome. Mais pour ce qui est des enjeux de renouvellement plus larges, moi, ce qui m'a été rapporté un certain nombre de fois alors, pas toujours de façon extrêmement claire ou précise ou assumée, mais c'est notamment une volonté d'élargissement de la lutte antifasciste et l'idée de créer des ponts avec d'autres luttes et d'autres groupes militants et notamment, et je pense que l'offensive entre autres s'inscrit dans cette perspective-là, le fait d'investir la question écologiste et du coup d'essayer de créer des liens entre la question antifasciste, la question du climat et voilà. D'ailleurs, dans ton livre, tu parles justement un peu de ce clivage entre l'antifascisme autonome et l'antifascisme un peu plus institutionnel que la Jeune Garde met en avant, mais il me semble que tu cites aussi des exemples de renouveau antifasciste autonome qui convergent vers d'autres luttes et justement ouvrent un peu, s'ouvrent à des luttes, à toute autre lutte d'émancipation actuellement et qui sont même en cours aujourd'hui, quoi. Je pense aux diverses mobilisations qu'il y a eu en cours cette année sur les soulèvements de la Terre, où il y a des grandes convergences. Je pense que Ouais. c'est aussi une volonté du courant autonome antifasciste. Tout à fait. Déjà à l'époque, tu l'as évoqué brièvement, c'est pas ce dont on m'a le plus parlé, mais ça a été important et ça a été important dans un certain nombre de villes, à l'époque notamment du premier confinement, du début de la pandémie de Covid, etc. Il y a eu cette initiative des brigades de solidarité populaire qui ont été créées notamment, alors pas uniquement, mais notamment à l'initiative de pas mal de groupes du courant antifasciste autonome un peu partout en France, avec cette idée d'organiser des collectes et des distributions alimentaires de produits, de masques, de gel hydroalcoolique, etc. etc. Ça a été une initiative assez importante qui, pour le coup, dépasse assez largement le cadre de l'antifascisme stricto sensu tel qu'on pourrait l'entendre. Et en effet, la dernière grande séquence, dont un certain nombre de militants et militantes m'ont parlé, moi, quand j'ai terminé d'écrire le livre, on était pas très très longtemps après la première grande mobilisation à Sainte-Soline contre les méga-bassines, donc aux alentours d'octobre 2022. Un certain nombre de militants et militantes avec qui j'avais échangé à l'époque m'avaient dit qu'ils étaient allés, qu'ils et elles étaient allés sur place, que le mouvement notamment des soulèvements de la Terre était
un mouvement duquel ils aimeraient ils tentaient de se rapprocher parce qu'ils pensaient que c'était un modèle intéressant et que c'était un groupe enfin, un mouvement qui offrait des perspectives intéressantes. Et en même temps, à l'époque, il et elle préféraient quand même rester assez discrets sur leur présence à Sainte-Soline, enfin à cette première mobilisation à Sainte-Soline, notamment en raison des risques de répression, et notamment parce que c'était l'époque où Gérald Darmanin avait commencé à parler d'éco-terrorisme. Le fait est que la deuxième mobilisation à Sainte-Soline, alors déjà, beaucoup de militants et militantes antifascistes sont retournés à Sainte-Soline pour cette deuxième mobilisation. Plein d'autres gens et plein d'autres militants et militantes d'autres horizons également. Mais pour la question de la répression et du risque répressif, ils et elles se sont pas trompés, puisque, évidemment, comme tout le monde le sait ici, le tournant répressif et liberticide du gouvernement, depuis notamment, mais pas uniquement, cette mobilisation, est assez fort, avec l'annonce de la dissolution des soulèvements de la Terre, toute la rhétorique du gouvernement Darmanin en tête, et les répercussions judiciaires. Il y a eu encore des papiers là très récemment sur je crois qu'il y a eu des arrestations assez importantes d'un certain nombre de militants et militantes liés au soulèvement de la Terre, il me semble, hier ou avant-hier. Il y a eu des articles également qui sont sortis sur des techniques des dispositifs de surveillance qui ont été utilisés a priori, je crois, assez massivement et en partie en dehors de tout cadre légal de ce que j'en ai lu à l'encontre de militants et militantes. Donc clairement, sur cet enjeu-là du risque répressif, les personnes à qui j'ai parlé se sont, je pense, pas trompées. Merci à toi. Merci. En tout cas, ici à l'offensive, ça paraît impératif que l'antifascisme s'inscrive dans d'autres luttes pour l'émancipation et à d'autres secteurs, y compris le secteur culturel. La lutte écologiste, car l'extrême droite, elle prétend combattre le problème écologique dû à la surpopulation des populations migrantes. Il est également impératif que pour combattre culturellement le fascisme et la bourgeoisie, il faut proposer et mettre en œuvre un nouveau projet de société libéré de toute forme d'oppression et d'exploitation. C'est ce qu'on tente de mettre en place ici à l'offensive, et plus récemment, le quartier Oisem il a été menacé d'une attaque par des néo-nazis. Plutôt que de se contenter de défendre le quartier, on a proposé une assemblée populaire dans laquelle on a abordé des thématiques telles que l'autodéfense populaire, et c'était ouvert à toutes et tous, et ce sera encore le cas ce samedi à 14h dans le local de l'offensive.